Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Deuxième partie de ce 10h-13h après nos deux grands sujets d'actualité. On va se mettre d'accord, enfin on va voir s'ils se mettent d'accord. Je vous présente nos 4 débatteurs de la matinée, des habituels invités de Valérie Expert qui est en vacances et que j'ai le plaisir de remplacer. Nos 4 débatteurs et débattrices ce matin. Pour une fois, on a davantage de femmes ou presque, en tout cas on est à la parité. Fanta Berreté, bonjour Fanta. Bonjour. Vous êtes ancienne députée Renaissance, macroniste de Paris. Alexandra Spinner, vous aussi, vous êtes une élue parisienne, vous êtes enseignante de métier, vous êtes élue municipale. Conseillère régionale. Conseillère régionale, vous avez raison, de la droite républicaine sur la région Île-de-France. Mathieu Bacchialone, alors bonjour Thierry. Vous allez, bonjour, rééquilibrer notre plateau. Vous êtes gauche républicaine, ancien socialiste, vous êtes communicant et président de M2B Conseil. Et Samuel Lafont, France Renaissance, Reconquête. Oh là là, je mélange tout là ce matin. Voilà, Reconquête, vous êtes proche d'Éric Zemmour, porte-parole de Reconquête. Bonjour Samuel Lafont. Thierry. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer avec vos coups de gueule ou vos coups de cœur. Et je commence avec vous, Fanta Berreté. Vous voulez rendre hommage aux forces de l'ordre. Oui, effectivement. Moi, j'adore les coups de cœur. Donc là, depuis quelques jours à Paris, nous voyons le dispositif qui se met en place. 45 000 policiers effectivement français, des policiers qui viennent de province, des policiers qui viennent de l'étranger. Donc le challenge est important. On organise ces JO au cœur même de la ville lumière et dans tous les quartiers, les dispositifs se mettent en place. Donc moi j'ai envie de leur dire tout simplement merci. C'est vrai qu'ils sont là pour notre sécurité, pour surveiller, pour renseigner beaucoup, parce que c'est vrai que c'était un peu le parcours du combattant ces derniers jours dans Paris. Leur rendre hommage. C'est vrai qu'ils ont été sursollicités depuis 2020 dans le cadre d'un certain nombre de manifestations, mais ils répondent présents et je dois dire que c'est assez chaleureux. Je vois les points de rencontre avec les différentes populations. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu des touristes espagnols tomber sur des policiers espagnols et converser, Qu'est-ce que vous faites faire des photos. Non, leur expliquant simplement que c'est une coordination et je crois que pour un tel événement, dans le contexte actuel sécuritaire, c'est important et nous faisons face. Et je crois que Gérald Darmanin s'était expliqué à de nombreuses reprises sur la manière dont il voyait les choses, la vision qu'on avait, et c'est en train de se déployer. Et je suis ravie. Mais pourquoi ce coup de cœur ? Parce que la police a souvent été décriée au cours des dernières années par une partie des politiques, pour ne pas nommer tout particulièrement LFI. Et moi, je trouve que, en tout cas, nous devons être là, leur faire un sourire, leur dire bonjour. Les températures sont déjà hautes, ils sont avec leurs uniformes, avec leurs armes, ils sont là pour nous, pour sécuriser. Nous nous sentons sécurisés, je pense, actuellement. Donc avoir dans les prochains jours avec l'arrivée des touristes, mais c'était un challenge très important, très difficile. Et puis il y a cette coordination, parce qu'il faut mettre tout ça en musique. Et je crois que pour l'instant, nous faisons face. On a parlé beaucoup du match hier concernant le Mali, en disant que ça allait être un point de rendez-vous difficile. Tout s'est bien passé. Et la protection des Israéliens. C'était surtout, oui. Voilà. Alexandra Spinner. Oui, juste aussi peut-être parler des gendarmes, parce que pas seulement les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes. Fanta Berreté a parlé des forces de l'ordre de manière générale. Oui, absolument, Policiers, j'ai bien compris, mais je voulais quand même parler des gendarmes. C'est vrai que moi je partage votre coup de cœur, c'est formidable, parce que ces Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un coup de cœur, mais on l'a bien compris, c'est un coup de pied aussi aux adversaires LFistes qui ont. Que je partage également. Donc voilà, nous étions tout à fait en phase. Nous avons à la région déployé 4000 places dans nos internats, dans 23 internats, pour héberger justement les forces de l'ordre venues de tout le territoire français. Et c'est vrai que c'est formidable, ça crée des rencontres. Et puis, c'est aussi l'occasion, ces Jeux Olympiques, de donner
une très belle image de ce que peuvent être les forces de l'ordre. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas tout à fait compris, puisque nous ici, nous aimons la police. Vous êtes formidables les politiques parce que c'est une façon de critiquer vos adversaires légitimes, hein, mais cette façon de rendre hommage aux policiers, complètement légitime, puisque j'étais encore à l'Assemblée nationale quand on a voté la voie sur les JO, qui comprenait justement toute la mise en place de ce dispositif pour un déploiement, tout l'achat aussi, puisqu'il y avait des termes financiers concernant le renforcement des moyens, et tout ça est là, et tout ça sera un héritage, fera partie aussi de l'héritage, parce qu'effectivement, il a fallu suréquiper, acheter de nouveaux outils de travail, et donc tout ça restera bien notamment. Après les JO. J'ai assisté hier, en quittant Sud Radio et en passant près du Parc des Princes, à une scène qui est pas surprenante, parce qu'il y a eu des moments de fraternisation, souvent, et pas uniquement après le Bataclan, entre la police et un petit garçon franco-chinois, voilà, venu avec son père de l'autre côté de la planète, qui s'adresse à un policier, un CRS, et qui dit « Qu'est-ce que ça veut dire CRS ?» Il y a une discussion, le CRS lui explique, Compagnie républicaine de sécurité, et puis tout d'un coup il dit « Non, ne pars pas ». Et il sort de son treillis, le même écusson, tout neuf, un flocage, et il le lui donne. Et je me suis dit, la police nationale, ils ont dû donner un crédit à leurs policiers pour qu'ils achètent des goodies. Voilà, que les policiers donnent des goodies. C'est fantastique. Donc il y a des consignes, on sent quand même que même les policiers ont la pression, mais là ils essayent d'être aimables, souriants, plus que d'habitude. Les policiers et les gendarmes sont entraînés pour être aimable. Pour gérer des situations qui sont stressantes parfois pour les habitants, parce que parfois pour les Parisiens, la fermeture des ponts et tout, ça peut créer des situations d'incompréhension et de stress. Bloquée, oui. Ils sont entraînés pour cela, et il faut rappeler quand même que dans 99,99%, moi je croyais qu'on les entraînait à faire la gueule, ils sont entraînés aussi à sourire. Les policiers et les forces de l'ordre sont aimables, évidemment. Ils sont là pour nous protéger. Alexandra Spinner, Samuel Lafont. Oui, pourquoi est-ce qu'on en parle également aujourd'hui ? C'est parce que il y a dans la population française une vraie crainte, on le sait, on entend parler depuis des mois, des semaines, sécuritaire, puisque les Français ont naturellement, légitimement, peur à la fois d'attaques, d'attentats pendant les JO, puisque la France... Est-ce qu'on n'en fait pas trop là-dessus ? Alors, la question c'est de se dire, on a eu un certain nombre d'attentats, et le gouvernement... Encore récemment, on n'a pas réussi à faire en sorte qu'il n'arrive pas. Donc c'est normal, c'est humain que les Français s'inquiètent là-dessus, en France en général, et notamment à proximité des sites olympiques. Donc on espère effectivement qu'il y aura une sécurité maximale et que les JO pourront se dérouler au mieux pour l'ensemble des Français et pour tous les touristes étrangers qui viendront. Il y a également un autre sujet. Vous vous souvenez de la finale de la Ligue des Champions 2022 qui avait tourné au débâcle complet, puisqu'il y avait eu des gens qui ont été des touristes étrangers qui se sont fait dépouiller, qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. C'est l'exception à la règle. D'habitude, c'est plutôt bien géré, les questions de foule en France. Et là, on a eu mais vu l'étranger, ce qui est important, c'est que tout le monde nous regarde aujourd'hui. Vu l'étranger, Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions, ça s'est très 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 mal passé, plus mal passé que partout ailleurs. Donc c'est pour ça que les Français sont attentifs à ça. Et on a la rage contre Paris. Je pense que le gouvernement va faire en sorte de maintenir la sécurité. En revanche, un point sur lequel il a été extrêmement mauvais, c'est sur la communication. On peut interroger les gens. Comment fonctionne ce QR code ? Personne ne savait vraiment quelle était la durée nécessaire, quelles zones étaient concernées. En fait, la communication était extrêmement mal faite. Et pour terminer, quand une communication est mal comprise, ce n'est jamais la faute du destinataire, c'est toujours la faute de l'expéditeur. Mathieu Bachelot, qu'est-ce que vous répondez à Samuel Lafont ? D'accord sur le sujet de la communication. Alors aujourd'hui, dans les jours depuis quelques jours, effectivement, il y a des mécontentements parce que tout n'est pas parfait, il peut y avoir des soucis d'incompréhension. Honnêtement, si tout se passe bien, si les jeux sont merveilleux, dans un mois on s'en souviendra pas et on retiendra que l'organisation. Pour revenir sur ce que disait Fanta, oui, il faut faire un coup de cœur pour les forces de l'ordre parce que derrière les projets, derrière les dispositifs, il y a des femmes et des hommes qui sont là dans des conditions compliquées, avec un stress, avec le monde qui les regarde et la menace qui est bien présente. Et donc saluer ces personnes, ces femmes et ces hommes qui sont sur le terrain, peut-être saluer aussi la coordination qui a été effectuée par l'ensemble des parties prenantes sur Paris, à savoir les pouvoirs publics donc, et surtout en premier lieu la préfecture de police. Et moi j'aimerais saluer le préfet Nunez qui est quand même... le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris qui est un grand serviteur de l'État et qui a l'humilité de rester dans l'ombre, qui a une pression de fou sur les épaules, mais qui rassure, je trouve, et qui est au cœur du dispositif. Et moi, ça me rassure de le savoir aux manettes.
Et voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien et on espère qu'on va vivre des Jeux formidables. Il a été nommé sous la gauche, il était maintenu sous Emmanuel Macron. Enfin, il avait déjà des responsabilités. Non, il a en plus il a un parcours assez intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas un haut fonctionnaire, c'est un flic de terrain à la base. Il a pas mal bourlingué. Il a été préfet à Marseille, dans des territoires qui sont quand même voilà. Où, vous êtes confiant avec Nunez aux commandes à la préfecture de police? Il me rassure et je pense qu'en plus il a toutes les cartes. Alors il est pas tout seul, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais avoir des personnalités comme ça, il y en a d'autres qui sont moins connus, des grands serviteurs de l'État qui ont chevillé au corps voilà le sens de l'État et de la police républicaine. Oui, ça me rassure. Et je pense qu'on est armé pour faire face. Unanimité ce matin parmi nos 4 débatteuses et débatteurs de Mettez-vous d'accord sur ce coup de cœur à l'égard des forces de l'ordre de Fanta-Berete. On se retrouve tout de suite pour la suite de Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. À tout de suite, restez avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et là maintenant, c'est Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs qui sont ce matin nos invités. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, proche d'Éric Zemmour. Fanta-Berete, ancienne députée macroniste du 15e arrondissement de Paris. Alexandra Spinner, vous êtes conseillère régionale, donc élue à la région en Île-de-France avec Valérie Pécresse, droite républicaine. Et Mathieu Bachelone, ancien responsable socialiste, aujourd'hui... non, pas responsable. Non, pas responsable. J'ai jamais eu l'honneur d'avoir des responsabilités. Gauche républicaine aujourd'hui, vous êtes communicant et président de M2B Conseil. Et je vais vous donner la parole, Mathieu, parce que vous avez un coup de cœur, vous voulez rendre hommage à un garçon qui s'est démené et qui a sauvé la vie tout simplement. Et oui, le Parisien aujourd'hui en France relate aujourd'hui dans son édition l'acte d'héroïsme d'un certain Raski, dit Zizou, c'est son surnom. Zizou Raski, il habite c'est une belle référence. Il habite à Tismons, donc dans un quartier populaire dans l'Essonne, à quelques kilomètres de Paris, exactement, dans le sud de Paris, à côté d'Orly. Et il y a 2 jours, il a sauvé des enfants, adolescents et enfants d'un feu dans sa résidence, un incendie. Alors il est livreur à la poste, il terminait sa tournée, et il y a eu de la fumée qui s'échappait d'un appartement. Une mère de famille terrifiée parce que ses enfants étaient restés, et n'écoutant que son courage, il est allé sauver ces jeunes, et voilà, c'était un petit coup de cœur pour cet héroïsme du quotidien. Et alors, si on est optimiste, on se dit que les situations dramatiques peuvent certaines fois faire ressortir le meilleur de l'être humain. Ouais. Et c'est le cas. Et donc, un coup de chapeau pour ce garçon qui souhaite en plus rester anonyme. Et j'espère que la mairie d'Athis-Mons va sûrement le décorer, et il l'a bien mérité, parce que voilà, des actes d'héroïsme comme ça, tout simple, sans arrière-pensée, ça fait du bien. C'est une façon pour vous aussi de dire, vous voyez, la France, elle est multiple, elle est diverse, mais elle est solidaire dans les moments où c'est nécessaire. Bien sûr. Alors je pense qu'il faut peut-être pas non plus. Non, on doit pas, toujours essentialiser. Il faut pas forcément. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut pas forcément toujours. C'est exactement ce que vous venez de dire. Mais pourquoi? Parce que je pose la question, parce que j'essaye de sentir ce qu'il y a derrière vos coups de cœur, vos coups de gueule. C'est des choix politiques que vous faites, de sensibilité. Là, pour le coup, je pense qu'il faut pas tout politiser toujours. C'est un acte d'héroïsme qui s'est passé, quel que soit le quartier, quelle que soit la personne. Faut pas, voilà, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion. C'est pas essentialisé. Non, mais c'est dire que dans l'urgence, la solidarité. Si vous voulez me pousser dans mes retranchements, on peut effectivement dire qu'on peut aussi parler. On peut aussi parler, parce que c'est vrai qu'on a tendance, mais je ne cache pas, à parler de. Alors, je ne connais pas le quartier, donc je sais pas quel est le quartier Athis-Mons, est-ce que c'est un quartier difficile, j'en sais rien. Il se trouve que à Athis-Mons et dans le secteur, il y a aussi des quartiers difficiles. C'est bien de parler aussi des quartiers sous cet angle-là. C'est-à-dire de dire qu'il y a aussi des problèmes. On va pas être angélique et faire de l'angélisme et dire que tout se passe bien. Mais quand il y a aussi des actes comme ça, c'est bien d'en parler. Mais encore une fois, je connais pas le quartier, je connais pas pour le coup, le but n'était pas d'en faire un message politique. Bon, en l'occurrence, on pourrait parler, j'allais dire technique, parce que c'est mon côté ancien sapeur-pompier, ça. Mais souvent, quand il y a le feu comme ça, on est dans un appartement, un immeuble, on se jette pour essayer de se sauver dans l'escalier, et puis il faut pas faire ça, parce que la fumée est là, elle peut vous asphyxier, et c'est foutu. Et là, par exemple, il a eu le bon réflexe, il a permis à ces personnes de se protéger, puis il a finalement aidé les enfants à sortir au bon moment, en se protégeant de la fumée. C'est très dur, et c'est surtout très dangereux. Donc chapeau, en effet. Chapeau à Zizou,
Zizou d'Atismons. Bravo à lui. Fanta Berrettez. Merci Mathieu de mettre ce visage tout en haut de l'affiche. Moi, j'adore ces histoires de héros du quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'en sortant de chez lui, ce monsieur qui est postier, finalement, se retrouve à sauver ainsi des vies. C'est noble. Tu as dit que il aurait sans nul doute, et je l'espère, la médaille de la ville. J'espère qu'il aura bien plus que la médaille de la ville, parce que il y a toute cette question. Carrément sauver la vie, en effet. Effectivement, l'ordre du mérite national, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et quand on voit la liste des gens qui sont décorés parfois, on se dit que nos héros du quotidien pourraient effectivement donc recevoir plus d'honneur. Et si on parle de la partie politique, moi c'est le genre d'histoire que j'aimerais aussi voir sur certaines chaînes de télévision, parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur certaines antennes, ces héros qui sont de nos quartiers, encore une fois, pareil que Mathieu, je ne connais pas véritablement la sociologie du quartier mentionné, mais n'atterrissent pas en fait sur ces chaînes-là, et on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes visages, et je trouve que c'est important d'en parler, donc merci de l'avoir fait. On verra, peut-être qu'en effet, c'est une suggestion à un programmateur. Samuel Lafont, je vous ai vu lever les yeux au ciel, là, l'air dubitatif, ça vous énerve cet hommage? Pas du tout, non. C'est que ces héros du quotidien, justement, effectivement, il y en a plein en France, dont on ne parle jamais. En 2018, avec mon média Damoclès, on avait fait un recensement sur juste la moitié de l'année. Je vous cite juste un mois, d'accord ? En février 2018, des personnes dont vous n'avez jamais entendu parler, qui n'ont eu aucune médaille, ni de la ville, évidemment, ni du mérite, ni la Légion d'honneur. Le 2 février 2018, dans le Tarn, 3 policiers sauvent un homme de 60 ans dans l'incendie de son immeuble. Personne n'a entendu parler. Le 5 dans la Dordogne, Julien, policier municipal, sauve un chien à la noyade au péril de sa vie. Le 10, toujours dans la Dordogne, Thierry sauve un octogénaire coincé dans sa voiture au fond de l'île. La rivière. Le 18, dans le Loiret, Stéphane, Catherine, Quentin et Luc, policiers municipaux, sauvent une jeune fille de la noyade. Le 23, je termine là-dessus, dans le Morbihan, Frédéric et Bruno, deux maires, sauvent de la noyade un homme en hypothermie. Bref, on en a des tonnes, et ces histoires, elles font plaisir aux Français. Ils aiment entendre ces histoires parce qu'ils se voient qu'en fait, ils sont solidaires et ils s'entraident dès qu'ils peuvent le faire. Alors moi, je vais faire une objection et je vais défendre mes confrères. Et à Paris, c'est vrai parfois, et sur Sud Radio, on essaye d'en parler, mais... Lisez la PQR. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. La PQR, elle regorge d'histoires merveilleuses. Ouest France, l'écho du Perche, chaque fois qu'il y a des policiers ou des pompiers qui font, et puis des héros anonymes aussi, dont c'est pas le métier, qui se jettent ainsi pour essayer à l'eau parfois ou dans un appartement en feu pour essayer de sauver des gens, mais ils sont célébrés localement au moins, et c'est marqué. Et mes confrères et mes consoeurs de la presse quotidienne régionale, Ouest France, le Provençal, sur votre antenne, c'est de la PQR. Bien sûr. Oui, et ils font le boulot de dire. Donc non, on peut pas dire que les médias. J'ai pas dit tous les médias, et d'ailleurs c'était dans la PQR. C'était une façon de nous ramener à Cyril Hanouna qui n'aura plus l'occasion d'en parler, c'est ça? Peut-être. Généralement, Cyril Hanouna, ça l'intéresse pas trop. Les trucs quand il y a des happy end, c'est plutôt. Allez, ça y est, j'ai bien fait de lancer le débat. On peut, ouais. Alexandra Spinner, bon, vous êtes d'accord avec cet hommage de Mathieu évidemment, Bachelon, je trouve que ce coup de cœur est formidable, et j'avais déjà trouvé formidable quand tu avais partagé ces héros du quotidien. Moi, je trouve ça extraordinaire, et la France regorge de héros du quotidien, de héros ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est pour ça vraiment j'invite vos auditeurs à lire la PQR, parce que on découvre comme ça des histoires formidables de solidarité, d'entraide, de gens qui n'écoutent que leur courage. C'est ça la France. Les dernières nouvelles d'Alsace ou l'Est républicain. Je rebondis juste sur ce que disait Thierry sur les pompiers volontaires. C'est vrai que c'est important. Il y a quand même beaucoup enfin c'est un pas de côté, mais dire que dans ce pays, il y a quand même beaucoup de 300 000 pompiers, il y a 200 000 pompiers volontaires. Et dire aux Français que c'est des gens qui comptent pour eux et qu'ils ont besoin de volontaires. Ils ont besoin toujours d'avoir des nouveaux. Il y a la protection civile, il y a ce genre de choses, il y a les pompiers volontaires et les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, c'est important aussi d'avoir, puisque c'est une question de technique aussi. Il faut savoir comment réagir avec un incendie, un accident de la route. Et il faut que les Français soient formés à ça, parce que on a besoin de pouvoir répondre collectivement à ces drames. Bon, mais on va nous accuser de faire une émission bizarre.
bisounours, parce qu'on a commencé par un coup de cœur pour les forces de l'ordre avec Fanta Berete, puis maintenant c'est un coup de cœur pour un garçon qui a fait un truc formidable, en effet, qui a sauvé des enfants de l'incendie à Athis-Mons. On va nous dire que c'est Radio Bisounours, Sud Radio. Est-ce que vos choix ce matin, c'est une façon de contrer les géobashing, la morosité, les Français qui râlent? C'est ça aussi votre... Non, ce sont des coups de cœur d'amoureux de la France. Voilà. Alexandra Spinner. On a envie aussi de dire qu'il y a des choses formidables dans ce pays, on le dit pas suffisamment. Et c'est vrai que cette trêve olympique, dont j'espère qu'elle va perdurer. Vous reprenez les mots du président de la République, là. Non, pardon, mais c'est Valérie Pécresse qui a parlé de la trêve olympique en premier. Pardon de rappeler. Bon, ça fait juste plusieurs siècles qu'on parle de trêve olympique en même temps. Et je trouve que oui, c'est formidable de parler aussi des choses qui vont bien, des choses qui nous rassemblent. Non, mais Thierry, moi, à chaque fois que je viens ici, j'essaye en tout cas de trouver un coup de cœur, parce qu'il y en a dans l'actualité. Et effectivement, moi j'ai aussi envie de parler de cette France qui va bien. Je ne mets pas de côté les difficultés des gens, mais à travers nos territoires, il se passe des choses. J'avais parlé du réseau Entreprendre pour apprendre il y a quelques semaines, ces jeunes qui sont accompagnés pour entreprendre à travers des projets collectifs. Ils m'ont fait un retour hyper positif, parce qu'on parlait de cette jeunesse qui va bien, de cette jeunesse, de ces jeunes qui sont au lycée, qui ont des projets avec des professeurs qui sont surinvestis et qui les accompagnent à développer des compétences. Et je trouve que... On vous a accusé, les macronistes et le gouvernement, avec le service national universel, tenu de ne vouloir mettre en lumière et encadrer un peu la jeunesse française pour aller dans ce sens-là. J'ai envie de vous dire que moi j'ai grandi dans un quartier il y a bien longtemps, près de Vaux-en-Velin, à Lyon, et que je pense que nos jeunes ont besoin d'être encadrés. Alors après, les gens mettent les mots qu'ils souhaitent, mais quand on voit tout ce qu'il se passe, je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement. Je dis pas que tous les jeunes en ont besoin, mais si on le détecte, nous devons être à la hauteur, parce que ces jeunes sont les adultes de demain, et nous avons besoin de gens responsables et qui fassent bien la différence entre le bien et le mal, si on pouvait commencer par ça. Vous venez de lancer un sacré débat, mais on le reprendra. Tous les jeunes qui en ont besoin. Alexandra, après la pub, on vous retrouve Fanta Berete, Alexandra Spinner, Mathieu Bachelon et Samuel Lafont. Dans quelques instants, c'est la suite de Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs, nos débatteurs. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors vous voyez, Fanta Berete, vous êtes une de nos 4 débattrices et débatteurs ce matin. Fanta Berete, ancienne députée macroniste de Paris. Alexandra Spinner, francilienne aussi, puisque vous êtes élue à la région Île-de-France sur la droite républicaine avec Valérie Pécresse. Plus à gauche, Mathieu Bachelon, vous êtes... Mais parisien aussi. Mais parisien. Ah bah écoutez, on va me le reprocher, ça fait beaucoup là. Voilà. Et puis Samuel Lafont, proche d'Éric Zemmour, Reconquête. Bonjour à nouveau à tous les 4. On parlait des forces de l'ordre tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, il y a une dernière minute qui vient de tomber. Toujours des menaces sur les Jeux Olympiques et les sites dans toute la France, pas uniquement en Île-de-France, qui accueillent les Jeux pour le football, pour le rugby notamment, pour la voile, pour le tir à Châteauroux. Et bien là, on a arrêté il y a quelques jours, les policiers, la DGSI a arrêté il y a quelques jours en Gironde un garçon qui est suspecté de projeter une action terroriste ou en tout cas malfaisante contre les sites bordelais. Et bien là, on vient d'arrêter à nouveau un garçon de 18 ans, suspecté d'être le complice de celui arrêté il y a 2 jours en Gironde. Vous voulez dire un mot, Fantia ? Oui, j'ai envie de vous dire que du coup, ça fonctionne. C'est-à-dire que nos équipes de renseignement sont là. Tout à l'heure, certains évoquaient effectivement les attentats que nous avons pu avoir, mais et ceux qu'on a évités, nombreux. Voilà, il y a tous ceux qui sont évités. Et donc aujourd'hui, comme nous sommes sur cette période des JO, on a plus d'informations qui remontent, mais les hommes et les femmes qui s'occupent de notre sécurité déjouent très régulièrement un certain nombre d'actes qui ont vocation à faire du mal. Samuel Lafont ? Oui, on peut se contenter de peu, mais la réalité c'est que la France a été malheureusement meurtrie de nombreuses fois ces dernières années, plus que n'importe quel autre pays d'Europe. C'est pas faire peur, c'est simplement considérer que les Français ont raison aujourd'hui de craindre que le gouvernement soit en incapacité de rétablir la sécurité, puisque depuis des années il est en incapacité de rétablir la sécurité du quotidien
les agressions se multiplient depuis des années, et en même temps de faire en sorte qu'il n'y ait pas les attentats horribles que les Français ont dû subir. Je ne vous reparle pas du Bataclan, je ne vous reparle pas de Nice, évidemment. Donc, il y a une grande attente vis-à-vis de ces JO. Moi, je vous parlerai positivement des JO ensuite, mais en termes sécuritaires, il est évident qu'on va avoir une multiplication des menaces, et ces menaces, elles sont liées bien souvent à deux choses, à l'immigration massive qui dure manque de peau. Non, pas du tout. En Gironde, c'est un mec d'extrême droite. Alors là, c'est raté pour le coup. Qui dure depuis des décennies. En Gironde, c'est un activiste d'extrême droite. Les attentats islamiques en France, ils ont été faits au nom de l'islam. Ils ont été faits au nom de l'islam, souvent par des personnes issues de l'immigration ou via, vous vous souvenez de ces vagues de migrants dont Libération nous expliquait qu'elles n'avaient aucun rapport avec les attentats du Bataclan. Eh bien, il a été prouvé derrière, au contraire, et François Hollande l'a reconnu lui-même, qu'il y avait des terroristes qui sont passés par les flux de migrants. Donc, tant qu'on n'aura pas mis fin à cette immigration massive, légale et illégale, eh bien, on aura, malheureusement, des chances de malchance de d'avoir plus d'insécurité encore en France. Samuel Lafont, Mathieu Batchelon vient de vous répondre, Mathieu. En Gironde, pour le coup, alors je ne nie pas évidemment la menace terroriste islamiste, mais manque de chance. Vous pouvez pas. Manque de chance. En Gironde, il s'agit selon les informations que nous avons par vos confrères d'RTL, il s'agit d'un activiste d'extrême droite. D'un Gaulois girondiste. Donc a priori, on va pas se renvoyer la balle de savoir qui il y a une menace. Et il faut pas se cacher à son petit doigt. C'est ridicule. Pardon, je suis désolé. C'est ridicule. Alors moi je ne dirais jamais que les attentats en France sont le fait de personnes issues de l'immigration, parce que d'abord ça n'est pas vrai. Ce sont très souvent des Français, mais ils sont quand même toujours commis au nom de l'islam. Ils sont toujours commis au nom de l'islam. Alors, votre exemple de Gironde est très bien. Vous allez vraiment dire que la France est sous la menace d'un terrorisme d'extrême droite? Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Non, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas la menace. Ok, d'accord, très bien, mais je veux dire, quand on parle de dire n'importe quoi, vous savez, on dessert tout le monde, on dessert le pays. Quand on se base sur la réalité, il faut pas non plus, certaines fois, passer les faits, n'importe quel fait, au tamis de ce qu'on voudrait leur faire dire. La réalité, c'est que les attentats islamiques sont liés à l'immigration massive en France. C'est tout. Alors, sur l'immigration massive, ça c'est vos propos. En réalité, est-ce qu'il y a une menace islamiste en France? Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Personne n'a dit le contraire ici. D'accord. Mais pour le coup, il y a aussi d'autres menaces. Je vous renvoie à l'audition du l'ancien patron de la DGSI lors d'une audition parlementaire il y a 3-4 ans, qui disait qu'il y avait aussi des menaces d'extrême droite. Bien sûr, ça existe. Il est évalué à 18%. Voilà, donc on ne peut pas le nier non plus. Fanta-Vérité, vous vouliez dire un mot? Vous voyez, j'ai enlevé ma veste parce que là, j'ai eu un coup de chaud. Vous êtes à côté de Samuel Lafont. Je suis à côté de Samuel et j'ai eu le plaisir, en tant que député, de recevoir cette lettre newsletter de Damoclès pour laquelle je ne suis jamais inscrite d'ailleurs, qui est produite par Samuel. Donc voilà, mais je ne l'avais jamais entendu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il ait mis dans la même phrase aussi immigration légale et non légale. Je pense qu'en fait, il faut faire attention. Ce que nous disent aussi les Français, c'est on en a marre d'être tous traités de la même manière. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis issue de parents qui ont migré ici, que ce soit mes frères, moi, mes cousins, etc. On n'a jamais eu affaire à la police. Donc, je ne reviens pas sur les attentats qui se sont passés, qui nous ont tous traumatisés. Là, l'information, c'est on a déjoué un attentat. Nous avons mis, nous, de notre côté, les moyens pour faire en sorte de pouvoir tracer sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui se passe. C'est pas comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens qui sont mis en place par ces terroristes pour pouvoir préparer leurs attentats, et qu'il était important au cours des dernières 7 années de voter les budgets qui faisaient que nous puissions renforcer tous les moyens de nos policiers, les faire passer au 2.0 et de faire en sorte qu'ils soient en capacité d'aller chercher au cœur de toutes nos régions ceux qui veulent intenter à notre sécurité. Samuel Lafont, il n'y a pas quand même de votre part une contradiction à vouloir en permanence saluer les forces de l'ordre, qu'on les respecte et mesurer le travail qu'ils réalisent, et puis en même temps dire quand ils en ont repéré deux et qu'ils les ont arrêtés avant d'agir, et puis de dire oui, mais ça on se contente de peu. Non, c'est pas c'est les formules que vous avez employées. Vous
on se contente de peu. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, les forces de l'ordre font le maximum pour attraper ces personnes-là, qu'elles sont débordées, notamment à cause de ces flux d'immigration qui continuent sans cesse, alors que les Français y sont opposés. Et en même temps, le problème, on le sait très bien, c'est la justice dans notre pays. Parce que derrière, la justice ne suit pas. C'est-à-dire, elle ne fonctionne pas assez fort, c'est ça que vous dites. Notamment. Alors, les moyens étaient vraiment, la justice française était sous-dotée pendant des années et des années. Et là, on est dans une période de récupération, mais qui est vraiment très lente. Éric Dupond-Moretti a donné beaucoup de moyens à la justice, comme jamais. De récupération qui est vraiment lente. Mais je vous rappelle une chose. Les premiers djihadistes qui revenaient de Syrie et d'Irak, mais vraiment, on avait une politique de bisounours vis-à-vis d'eux. De bisounours avec des personnes. Ah, mais ça change. Oui, les premières personnes. Il y a 20 ans. Les premières personnes qui sont arrivées. Non, mais les premières personnes. C'est pas vrai. C'est des grands mots. Je connais très bien le sujet. Les premières personnes qui sont arrivées en France étaient condamnées à moins de 10 ans pour certaines. Elles sont déjà sorties de prison. Elles sont sur notre territoire français et elles menacent à nouveau de commettre des attentats. Aujourd'hui, tout le monde est surveillé. Les fichiers S, ça veut dire quelque chose. La police fait un sacré travail de surveillance de ceux qui sont violents ou qui menacent. Le problème, ce n'est pas la police. Le problème, ce sont les décisions politiques qui, pendant des décennies, ont sous-doté la justice en ne voyant pas le problème de la délinquance, de la criminalité et des attentats possibles, et évidemment qui n'accompagnent pas suffisamment les forces de l'ordre pour arrêter ces menaces. Mathieu Bachelon. La justice laxiste, c'est un mantra qu'on utilise, que M. Lafont et ses amis utilisent. À droite de la droite, vous voulez dire? C'est pas vrai. Enfin, je vous invite à aller voir les comparutions immédiates au tribunal judiciaire Porte de Clichy. Vous verrez la réalité. C'est pas le cas. Il n'y a pas du tout d'angélisme. Non, pardon, mais c'est le mauvais exemple. Non, si, bien sûr. Écoutez, non. Pour le coup, il faut que les auditeurs suivent. De quoi parlez-vous? Mathieu Bachelon nous dit qu'il faut aller assister vous voulez qu'on parle aux audiences du tribunal de Paris. Des mineurs, par exemple? Vous voulez qu'on parle des mineurs? Vous êtes bien placé pour connaître parler à des avocats pénalistes, ils vous diront qu'il n'y a pas d'angélisme du point de vue de la justice. Et moi, je ne suis pas avocate pénaliste. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment... il nous faut une révolution pénale, notamment pour les mineurs. Ça n'est plus du tout adapté. On a des jeunes qui commettent des actes monstrueux. Oui, il y a une impunité pour et qu'on juge comme des jeunes enfants. Non, il y a un vrai sujet. Alors, vous savez, je pense que les adultes 16, 17, 18... Moi, je pense que l'angélisme, au fond, c'est la face cachée du cynisme. Ça nous mène droit dans le mur. Nous voulions un référendum sur l'immigration. Vous, la droite républicaine? Oui, absolument. Le Conseil constitutionnel nous en a privé. Le peuple français, parce que nous avions besoin de cela pour justement avoir un débat serein sur le sujet. On ne peut pas nier que l'immigration massive dans notre pays a profondément déstabilisé les Français. On peut pas le nier, et ça n'est ni raciste. C'est un débat en tout cas. Oui, c'est un vrai débat. Et si nous l'avons pas de façon sereine, on n'avancera pas. Voilà. D'être toujours dans la surréaction quand il y a ces sujets qui sont évoqués, moi ça me semble pas être la bonne solution. Voilà, on a un sujet d'immigration en France. Alors il y a une Française d'origine immigrée qui est devenue parlementaire européenne. Mais je suis une Française d'origine immigrée. Très bien. Voilà. Qui est devenue députée européenne, Rima Hassan, sur laquelle vous voulez, Alexandra Spinner, revenir. On le fera dans quelques instants, après la page de pub sur Sud Radio, dans la suite de Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et puis surtout nos 4 débatteurs, mettez-vous d'accord, ce débat, eh bien on va l'avoir, je vous disais, à propos de Rima Hassan. Et on va vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est un coup de gueule d'Alexandra Spinner, élue régionale Île-de-France droite républicaine, avec Fanta Berete, qui est ancienne députée macroniste de Paris, Samuel Lafont, proche d'Éric Zemmour, porte-parole de Reconquête, et Mathieu Bachelon, je dis gauche républicaine, c'est une étiquette que j'évoque comme ça. C'est de l'archéologie politique. D'accord. Bon, en tout cas, communicant aujourd'hui et président de M2B Conseil. Et alors donc, Alexandra Spinner, vous vouliez évoquer Rima Hassan et un coup de gueule contre elle, pousser un coup de gueule contre elle, mais pourquoi? Alors, Madame... Pour rappeler qui est Rima Hassan. Donc, oui, Madame Rima Hassan, qui vient d'être élue au Parlement européen, qui est une députée insoumise, qui se dit juriste, qui se dit franco-syrienne. Elle aspirait...
qui se dit franco-palestinienne, alors qu'elle est syrienne. Pardon, merci de corriger. C'est un peu le même peuple quand même, cette région-là. Hein. Jordanie, Syrie, Liban. En tout cas, les Jordaniens et les Libanais ne disent pas ça. Mais bon, enfin, on pourrait avoir ce débat. En tout cas, Madame Rima Hassan, ce n'est pas une blague, aspirait à devenir vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Et pourquoi une blague ? Pourquoi ça l'aurait été ? Quand on voit les obsessions antisémites de Madame Rima Hassan, cette obsession sur Israël, qui est l'objet de sa fureur, de sa détestation. Et t'as fait long, hein, elle dit d'Israël. En fait, elle voudrait la suppression de l'État d'Israël. Oui, moi je crois qu'il faudrait la suppression de Madame Rima Hassan au Parlement européen. Non, je vous laisse pas dire ça. Je vous laisse pas dire. Non, mais moi je pense qu'elle ne mérite pas d'être parlementaire. Elle a été élue, donc moi on respecte les règles, on respecte la loi. Et donc cette élection a été fort heureusement empêchée par François-Xavier Bellamy, qui est un député européen LR, qui nous rend fiers, il faut le dire. Je veux dire, c'est unanimement reconnu. Donc, elle a été empêchée par François-Xavier Bellamy et le PPE. Donc, ils ont la droite du Parlement européen. Il s'est emparé du sujet. François-Xavier Bellamy est un député de combat et il a alerté sur le fait qu'il n'était pas possible que Madame Hassan, qui a légitimé le Hamas au lendemain du 7 octobre et qui a décrit l'État d'Israël comme une monstruosité, qu'il n'était pas possible qu'elle représente la voix des droits de l'homme au Parlement européen. Et elle n'a pas eu cette vice-présidente de la Commission. Elle n'a pas eu fort heureusement cette vice-présidente, et elle s'est empressée de le menacer et de lui mettre une cible sur son dos, comme ses acolytes du Hamas, puisqu'elle a les mêmes méthodes que la menace, voilà, donc alors il faut peut-être utiliser les termes, citer, les termes de Rima Hassan contre François-Xavier Bellamy, parce que elle a eu une formule qui en effet a choqué à peu près toute la classe politique, sauf LFI en France et même en Europe. Qui est une monstruosité, alors je vais essayer de vous la retrouver. Oui, elle dit notamment, François Bellamy et ses amis dorment tranquilles, ça va pas durer. Ça va pas durer, oui, c'est une menace très claire. Mais la tension est montée aussi d'un cran, puisqu'elle a accusé la coordonnatrice du PPE, qui est Isabelle Wissler-Lima, de faire partie des élus qui sont sionistes. Voilà, puisque elle revient éternellement à son obsession première. Elle est pleine de nourrie d'antisémitisme et de haine. Elle, parce que dès que quelqu'un a des origines juives, par exemple, elle considère que c'est un agent sioniste. Absolument, elle est complètement obsessionnelle, et j'espère qu'elle sera condamnée. Bon, mais alors j'ai envie de me tourner vers Mathieu Bachelone. J'ai envie de dire, mais que fait la gauche face à de telles positions ? Je me pose la question depuis plusieurs semaines, et évidemment, honte sur cette personne, honte sur la France Insoumise, la campagne de caniveau qui mène depuis plusieurs mois en faisant de la cause palestinienne le seul mot d'ordre et le seul programme qu'ils avaient pour les européennes, je le rappelle, avec en plus, on le sait très bien, on en a parlé plein de fois ici, un coup tactique pour mobiliser l'électorat des quartiers. Enfin ça, on va pas revenir là-dessus. Fondé quand même sur le fait que il y a des gens qui se sentent solidaires de ce que vivent les Palestiniens à Gaza, bien sûr, et notamment des bombardements de l'armée israélienne. Et qui parfois ne savent pas situer Israël sur une carte du monde. Mais moi, pour revenir là-dessus, donc on a la France Insoumise, mais ça on le sait, mais moi, pour avoir été pendant des années adhérent du Parti Socialiste, j'aimerais bien que le Parti Socialiste sorte un petit peu de sa tanière, quand même, là ça suffit, quoi. C'est-à-dire, vous lui dites... écoutez, il y a eu Raphaël Glucksmann qui a été débranché 3 minutes et demie après les résultats. Voilà. Ensuite, il y a eu la tambouille immonde d'Olivier Faure pour sauver 3 circos dont la sienne dans le 77. Voilà, il y a eu ensuite les alliances avec le nouveau Front Populaire. Puis, quand on a un accord, c'est ça, mais quand on a un accord avec un parti, avec un parti, y compris avec la France Insoumise, les propos qui sont le fait d'un allié engagent quand même une partie de la coalition. Moi, je n'entends rien à part quelques voix isolées au Parti Socialiste sur ces déclarations-là. Sébastien Le Foll, passer. Oui, bien sûr, Stéphane Le Foll. On peut parler de Bernard Cazeneuve, Manuel Valls. Enfin, tout ça, on parlait de l'archéologie. Ce sont des gens qui appartiennent malheureusement un peu au passé aujourd'hui, puisqu'ils ont été un peu éjectés. Mais je veux dire, François Hollande, par exemple, j'aimerais bien entendre François Hollande, qui est quand même revenu dans le jeu politique, qui est député, qui a été élu sur une liste Nouveau Front Populaire avec le logo de la France Insoumise sur son affiche et sur ses tracts. Il se planque. J'aimerais bien avoir. Oui, justement, il y a un petit sujet, c'est-à-dire que ce parti qui a été quand même
un parti de gouvernement qui a été dans une tradition de gauche, voire de gauche républicaine, c'est complètement été vassalisé pour quelques postes. C'est déshonoré pour quelques postes, pour quelques Marocains, auprès d'un parti qui lui appelle en permanence au chaos et à la fameuse conflictualisation de leur gourou. Et on est en plein dedans là encore. Fanta Berrettez. Moi, je suis absolument scandalisée par ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, bon, Rima Hassan, c'était déjà pas ma tasse de thé, mais là, Bellamy, moi, j'ai pas. Voilà, d'amitié politique avec lui, on va dire comme ça avec lui. Mais de respect républicain. Est scandaleux. Enfin, que ce soit lui, quelqu'un d'autre d'ailleurs, ou un associatif, c'est très grave. On a besoin de faire noter d'autorité. Rima Hassan publie ses tweets juste horribles, diffuse aussi des vidéos sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, Twitter, c'est le haut de l'iceberg, parce qu'il y a tout ce qui se passe et tout ce que nos enfants les plus jeunes voient sur ces réseaux sociaux. Moi, je dis qu'il faut véritablement dire stop. Et aujourd'hui, dire stop, dire stop, ça veut dire, moi, je lance également un appel de recherche, mais vraiment un appel de recherche, un avis de recherche, plus exactement, envers François Hollande, qui a été quand même le président des Français, et envers Raphaël Glucksmann. Ils ne peuvent pas se planquer. Ils sont lâches. Là, ne rien dire, ne pas communiquer, ne pas dire stop massivement, c'est un acte de lâcheté. Et nous parlions tout à l'heure de ces gens qui sont difficiles à aller chercher parce que ils vont décider seuls dans leur chambre ou dans leur salon d'aller faire du mal à quelqu'un. S'il arrive quelque chose à Monsieur Bellamy, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. C'est pour ça que c'est très grave, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre 10 000 flics, 15 000 flics dans les rues de Paris. Mais le problème, nous le savons tous, c'est que c'est un individu qui va voir une vidéo, deux vidéos, un tweet, et qui va décider de passer à l'acte. Donc, moi, je demande à ce que Monsieur Hollande et que Monsieur Glucksmann se prononce et condamne et traite de ce problème. Solidarise de ces propos. Tout comme Thomas Porte qui a mis une cible dans le dos juste sur les athlètes israéliens, parce que s'il leur arrive un problème pour le on a deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet des menaces de l'extrême gauche. C'est gravissime. On parle de Rima Hassan qui menace François-Xavier Bellamy. Vous avez vu aussi les menaces physiques de Monsieur Delogu à l'Assemblée nationale face à un député. Il lui a juste pas serré la main. Non, c'est inacceptable. C'est insupportable. Il a une attitude menaçante. Ce sont des attitudes menaçantes, ce sont des méthodes de racaille. Les menaces, c'est très grave. Malheureusement, on s'y habitue depuis des années. Vous avez des menaces sur les réseaux sociaux, vous le disiez à l'instant, qui sont très graves parce que derrière, elles peuvent être suivies incitatives à des agressions plus ou moins graves, en tout cas des agressions physiques. Donc c'est extrêmement grave. Le deuxième sujet, c'est le positionnement de la gauche, parce qu'effectivement, là, Mathieu Bachelot, il l'a dit clairement. Je ne suis pas de gauche, mais là, on voit que pour le PS, un boulevard à gauche pour dire, écoutez, les histoires de Jean-Luc Mélenchon là et ses sbires qui racontent n'importe quoi depuis des mois, des années, qui appellent à la violence systématiquement, ils ne sont pas raisonnables. Si vous êtes de gauche, suivez-nous au PS. Et en fait, on n'entend pas les personnes du PS le faire, et c'est très dommageable à la fois pour eux, mais c'est pas mon sujet directement, mais surtout pour les Français, parce c'est ce que dit Mathieu Bachelot. Il y a des tas de socialistes comme lui. J'ose espérer, je suis pas le seul, et je pense qu'on est quand même plusieurs dans ce pays qui étaient attachés à la gauche républicaine, à la gauche du gouvernement, à la social-démocratie, est un peu orphelin, se sentir un peu seul en ce moment, quoi. Alexandra Spinner. Oui, dans la longue liste de ceux qui se sont déshonorés, j'aimerais citer Lucie Castet qui, sur BFM, n'a pas Castet, su... qui est la putative ministre qui s'est auto-proclamée première ministre, mais à Paris, on la connaît bien, donc on sait qui elle est, qui a été incapable de se démarquer des propos indignes de Thomas Porte sur les athlètes israéliens. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été capable de dire c'est une abomination, je m'en désolidarise. Vous vous rendez compte la folie de ces gens? Alexandra, je sais pas si vous avez vu, parce que sur tous les sujets c'était comme ça. Il y a eu ça, après il y a eu le nucléaire, elle a dit vous êtes pour ou contre le nucléaire? Je sais pas, faut voir, attention. Ensuite il y a eu c'était je puis quoi d'autre? Est-ce que vous non, on va voir, faut amener à la concertation entre le PS et LFI, elle se mouille pas avec. On va revenir sur Lucie Castet, sur la gauche, sur son souhait de gouverner, en effet, dans quelques instants. Ce sera la suite de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, ceci est un communiqué du comité d'organisation de l'été. Oui. Comme on a tous la flemme de cuisiner mais qu'on veut quand même se régaler, nous proposons d'instaurer le melon charentais français pour tous, au déjeuner et au dîner. Mesure adoptée. Surtout avec les délicieux melons charentais jaunes Origine France à 99 centimes pièce du 26 au 28 juillet chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio à Toulon, en DAB+. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et alors, beaucoup de rigolades et de discussions, finalement, ils sont presque complices. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont se mettre d'accord, mais nos 4 débatteurs et débattrices, Samuel Lafont, Fanta Berrettey, Alexandra Spinner et Mathieu Batchialone, discutaient à l'instant du personnage qui a fait éruption avant-hier soir, juste avant l'intervention du président de la République sur France 2 à 20h, Lucie Castet. Donc cette femme désignée, pour une fois, ça y est, à l'unanimité, ils se sont mis d'accord, par le nouveau Front Populaire pour être la candidate de la gauche à Matignon. Et alors, vous disiez tout à l'heure, Alexandra Spinner, qu'on la connaît bien à Paris, disiez-vous. On ne savait pas qu'elle était à la manœuvre, mais puisqu'elle s'est mise en lumière. C'est une fonctionnaire. Oui, c'est une fonctionnaire. Elle n'a aucun mandat. On la connaît parce qu'elle est le résultat d'un accord d'arrière-boutique entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure et Madame Tonnelier. Il y a des débats. Oui, absolument. On ne peut pas demander à la droite de s'entendre pour une coalition et ne pas respecter les débats à gauche. Certes. Alors, elle se dit une grande défenseur des services publics, surtout autoproclamée, parce que nous, à Paris, nous la connaissons bien, puisque c'est elle qui est en charge des finances publiques. Une des patronnes des finances de la ville. De la ville de Paris. Alors, quand on sait ce que sont les finances et l'état des finances de la ville de Paris, quand on sait ce qu'a été le coût de massue pour les Parisiens, qu'a été l'explosion de la taxe foncière. 62%. Voilà, on sait qui est cette personne. Alors écoutez, ce matin, c'était en direct sur Sud Radio, dans la matinale de Sud Radio, animée par Benjamin Glaise. Eh bien, Agnès Pannier-Runacher, qui est toujours ministre aux Affaires courantes, certes, qui ne prend plus de grandes décisions de réforme du pays, mais qui gère encore ses dossiers comme ministre délégué à l'agriculture. Agnès Pannier-Runacher parlait de Lucie Castet. Lucie Castet est dans le déni comme l'ensemble du camp du nouveau Front Populaire, c'est-à-dire que elle interpelle directement le président de la République en disant « je dois être nommée première ministre ». Tout ça est très bien, mais sur quel programme et avec quelle majorité elle compte gouverner ? Elle n'a que 190 députés derrière elle. Il lui manque 100 députés pour passer le moindre texte. Tout ça n'est pas sérieux. Agnès Pannier-Runacher vient à la rescousse, si j'ose dire, ou en tout cas à l'aide du président de la République, qui a justifié son refus de désigner... Attendez, laissez-moi finir. De désigner la candidate du nouveau Front Populaire alors qu'ils se sont mis d'accord. On ne cessait de leur dire, mettez-vous d'accord. Ils se sont mis d'accord. Agnès Pannier-Runacher vient soutenir le président qui dit, mais non, moi je veux d'abord une grande coalition. 190 députés, ça suffira pas. Si l'on suit le texte de l'article 8 de la Constitution, la nomination du Premier ministre, elle n'est soumise à aucune condition et aucun délai. Et si on parle de l'usage c'est d'appeler celui ou celle qui a gagné les élections. Je vous rappelle, pardon de le rappeler, je sais bien que c'est un grand tabou, mais ceux qui ont gagné les élections, malheureusement dans notre pays, c'est le RN quand même. C'est quand même. Pour vous, il faudrait appeler un. Ah non, certainement pas. Mais le premier groupe parlementaire, c'est le RN. Vous savez, de pas dire les choses, c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. Ce que je veux vous dire que par défaut, on peut pas dire que la gauche a gagné, c'est ça ? Non, mais la gauche n'a pas gagné. Personne n'a gagné ces élections législatives. Samuel Lafont. On l'a déjà dit sur ce plateau, la gauche n'a pas gagné ces élections législatives anticipées. Voilà, c'est tout. Et elle vit sur un mythe. Elle répète, dès le soir même du second tour, elle dit on a gagné. C'est quand même elle qui a le plus de députés à l'Assemblée. Il faut rappeler ce fait. Alors, parce que c'est le résultat d'une coalition. La gauche, grâce au système, au mode de scrutin actuel, a sauvé la face, mais la réalité, c'est qu'elle est largement minoritaire dans ce pays. Le mode de scrutin actuel, que je déplore, moi je suis pour la proportionnelle par département, a créé au second tour une surprise.
on s'attendait à bien plus de députés du camp patriote. Ça n'a pas été le cas, notamment avec le système de barrage. Mais là, ce à quoi on assiste, c'est une gauche qui s'agite, qui est en plus pas forcément d'accord sur tout, loin de là. Je parlais à l'instant du fait que le PS ou les écolos ont pas forcément, même le PC ont pas forcément envie de se mettre avec les mélenchonistes de LFI qui sont agités, qui ont été menaçants encore récemment, enfin qui font n'importe quoi, qui sont insupportables. Et donc, si on doit avoir un gouvernement prochainement, à mon avis, ça doit se faire dans l'intérêt des Français. Et donc l'intérêt des Français, c'est pas d'ajouter des dépenses publiques délirantes. On parle de cette Lucie Castet, à mon avis, avec elle on aurait droit de sacrées dépenses. C'est pas d'ajouter d'immigration massive, c'est pas d'ajouter de l'insécurité. Et donc plutôt que d'avoir un Premier ministre de gauche, il nous faudrait un Premier ministre, disons, de centre-droit. Bon, mais Mathieu Batchelon, vous qui êtes d'une gauche républicaine critique à l'égard de l'alliance avec le nouveau Front populaire, vous n'y croyiez pas avant, et vous n'avez pas été bluffé par le fait que quand même, finalement, ils se sont mis d'accord, un nom est sorti du chapeau. C'est quoi? C'est une victoire de Mélenchon? Ils se font plaisir, en fait. Pourquoi? Ils sont entre eux, ils se font plaisir, ils sortent un nom, ils savent très bien que... Enfin, moi je pense, j'ai aucune info, mais de la lecture que j'en ai, ils savaient très bien que le président de la République allait rejeter le nom. Du coup, ils prennent un nom. Lucie Castet que personne ne comprend parce qu'en fait ça peut être, vous dites vous que vous n'avez pas d'infos, est-ce qu'on n'est pas dans le procès d'intention? Je les défends parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ils se font plaisir, ils sont entre eux, ils sortent un nom qui va faire plaisir à 3 apparatchiks socialistes et à 2 permanents ELV, voilà, et voilà, ils sont dans leur tambouille, c'est un truc de rapport de force, de si je fais ça, voilà, et je sais pas, mais j'ai l'impression quand même, enfin je vais pas faire parler les Français, on n'est pas là pour faire parler les Français, mais on a un peu on a quand même nous des relais un peu partout sur les territoires, on se dit quand même, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que les gens, déjà il y a les JO, les gens sont un peu quand même dans les JO, tant mieux. Les gens sont pas à savoir si Lucie Castet va devenir Premier ministre que personne ne connaissait il y a 48 heures, y compris des gens qui s'intéressent à la politique. Enfin, proche d'Anne Hidalgo, haute fonctionnaire, énarque, qui alors vous nous dites qu'a creusé le déficit, la dette en tout cas de Paris, très bien, mais au fond c'est peut-être la volonté de montrer un visage de compétence, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui n'est pas justement encarté politiquement. Quelqu'un qui creuse le déficit à Paris, c'est quelqu'un qui est compétent. Non, il faut arrêter. Les diplômes ne font pas la compétence. C'est pour continuer de faire croire qu'ils ont gagné les élections, mais ils n'ont pas gagné les élections. Sinon, M. Chassagne serait élu président de l'Assemblée. Je rame pour défendre la thèse les filles. Je crois qu'on n'a pas envie de les défendre. En fait, voilà, s'il y a un point sur lequel on est à peu près d'accord là ce matin, tous les 4, il faut tirer le fil. C'est celui-ci, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont 100 députés de moins que quand j'étais à l'Assemblée avec Madame Borne. Ils ne peuvent rien faire passer. Et sachant que on commence très fort à l'Assemblée à la rentrée, on commence avec les budgets. Donc comment voulez-vous qu'ils tiennent? Alors effectivement, ils nous disent maintenant, oui, le 49.3, on peut l'utiliser pour défaire un certain nombre de choses. Oui, on peut faire passer des décrets, etc. Donc tout ce qu'ils nous ont dit aux Français sur les réseaux sociaux, à l'aide de vidéos de Louis Boyard qui disait que c'était anormal, que c'est Mathilde Panot, etc. Tout ça aujourd'hui, en fait, ils veulent le faire. Ils ont fait plouf plouf pour trouver une candidate. Et la seule chose que j'ai lue dans la presse sur lesquels ils étaient d'accord et la raison pour laquelle ils se sont mis d'accord, c'est qu'elle a dit qu'elle ne ferait que le programme, rien que le programme. Ce n'est pas ce qu'a demandé le président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, encore une fois, tout le monde se l'accorde. Personne n'a gagné. Il va falloir quand même faire tourner la France. Il va falloir quand même voter un budget. Donc il faut véritablement que l'on trouve une solution. Je rame pour trouver des arguments pour la défendre. J'en ai trouvé un nouveau, imaginez-vous. Oui, elle a quand même un atout. Vous êtes imaginatif. Elle a trouvé un atout. Et la gauche a depuis, dans son programme, depuis les élections, un atout. C'est la retraite. Exactement. Oui. C'est très populaire l'idée de mettre fin à votre réforme des retraites qui visiblement n'était acceptée ni à droite ni à gauche. Peu de gens étaient favorables à cette retraite, à cette réforme des retraites. Non, mais là encore. C'est un atout pour elle. Elle dit que ce sera elle l'affiche comme la première mesure qu'elle prendrait si elle devenait Premier ministre. Non, mais là encore, les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de lire ses fiches sur les plateaux depuis 2 jours. Je me demande si elle fait pas du chat GPT aussi pour poser des questions et se dire quelle est la réponse. Et on vient nous expliquer. Non, mais on vient nous expliquer qu'on va revenir sur la retraite et qu'elle va la voter avec le Rassemblement national. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas comme ça qu'on gère la France. On a besoin d'une vision.
la question, c'est comment on fait pour payer les retraites. Et c'était la question qui s'est posée au moment où nous avons voté ce texte-là. Mathieu Vattione. Je pense qu'il y a un côté effet d'annonce. Alors Fanta pourra me contredire parce qu'il connaît mieux le droit parlementaire que moi, mais il y a normalement l'article 40, l'article qui normalement, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un article qui normalement, on n'a pas le droit de faire une proposition de loi ou un projet de loi qui va aggraver l'état des finances publiques. Oui, c'est ça. Il faut le gager. Mais on dit qu'à gauche, autrefois on le gageait sur le tabac. C'est un truc d'attaché parlementaire, ça on le gage sur le tabac. Les 20 milliards que ça coûterait ont été calculés, paraît-il, c'est ce que nous disent les élus du nouveau Front Populaire, sont gagés, ils ont été programmés. Justement, en termes de faisabilité vraiment parlementaire, je demande à voir parce que ça me paraît un petit peu un effet d'annonce, certes attrayant pour leur électorat, mais en termes de réalisation pure, de technique parlementaire, je suis pas sûr que ça passe. Et puis vous savez, cette semaine, pardon Alexandra, cette semaine, donc il y a aussi un certain nombre de décrets qui rentrent en vigueur concernant ce texte retraite, et notamment, alors certains vont dire que ce n'est rien, mais c'est beaucoup pour un certain nombre de nos compatriotes, les 60 à 70 euros par mois pour les retraités qui ont de faibles pensions, c'est quand même, on parle d'à peu près d'un peu moins de 1000 euros par an. Donc toutes ces choses-là, il y a plein de mini-mesures dans le texte retraite qui ont vocation, et on l'avait dit pendant les débats, à améliorer la retraite de ceux qui ont moins cotisé pour des raisons de santé ou qui avaient des pensions minimes. Donc en fait, on va aller défaire ça. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Non, mais surtout, je crois qu'il faut revenir quand même au concret. Il faut rappeler quand même à vos auditeurs que le remboursement de la dette va bientôt devenir le premier poste budgétaire de la France. Du budget de l'État, c'est ça. C'est quand même vertigineux. Plus que la défense. Comme l'a dit Fanta, ce qui est crucial, c'est le prochain budget. Il nous faut trouver entre 20 et 25 milliards. C'est pas rien. Sandrine Rousseau a fait une proposition. On va chercher dans le bas de laine des Français, dans notre épargne à tous. Et il faut aussi se dire qu'il y a toujours de l'imprévu. Par exemple, la facture imprévue de la Nouvelle-Calédonie, dont l'économie est exsangue, et avec les émeutes qu'ils ont connues, ça nous a coûté plus de 2 milliards d'euros. Donc, je veux dire, et c'est pas fini. Donc, voilà, arrêtons ces délires. C'est clairement pas le moment de mettre à la tête du pays quelqu'un qui va encore plus dépenser, encore plus gaspiller d'argent public. Et puis de toute manière, vous parlez des retraites à l'instant, mais la gauche, ce sera un PAC. Et le PAC, on le connaît, c'est peut-être, parce qu'il faudra qu'ils se discutent entre eux, mais l'arrêt à nouveau du nucléaire pendant un moment, ce sera en tout cas encore plus d'immigration, ce sera toujours plus d'angélisme vis-à-vis de la sécurité, et les Français ne veulent pas ça. Quand on leur pose des questions, vous voyez dans tous les sondages, ils sont contre ça. Donc on ne peut pas avoir un Premier ministre, un gouvernement de gauche, ce serait complètement irresponsable de la part d'Emmanuel Macron. Il faut voir un peu où sont les équilibres. L'équilibre est à droite de l'échiquier politique, donc on aura probablement un Premier ministre, en tout cas je le souhaite, pour les Français c'est mieux, Premier ministre de droite ou de centre-droit. On n'aura pas tout ce qu'on désire chez Reconquête, c'est clair, mais ce sera un moindre mal. Oui, la gauche est représentée à travers Mathieu Vattione sur ce plateau, mais alors je rame quand même pour défendre le nouveau Front Populaire, qui n'est pas vraiment défendu ou représenté ici, et pour le défendre. Alors on va voir dans quelques instants avec vous, si vous voulez bien, si le président de la République a raison d'exiger toujours cette coalition pour pouvoir désigner bientôt peut-être un Premier ministre, mais surtout on va s'intéresser à la façon là, dans quelques instants, dans un peu moins d'une heure, il devrait recevoir une quarantaine de grands chefs d'entreprise qui sont venus pour les JO, qui sont des grands sponsors, des grands partenaires ou de grands investisseurs en France et qui s'inquiètent de la situation économique, sociale et politique, de l'instabilité du pays. On y revient tout de suite dans Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs dans Mettez-vous d'accord, Samuel Lafont, Fanta Berete, Alexandra Spinner et Mathieu Vattione. Alors oui, je vous le disais, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit à l'Élysée, à l'heure du déjeuner, donc là, dans une demi-heure, une heure, les plus grands patrons, en tout cas plusieurs des plus grands patrons, financeurs, institutionnels, le gratin mondial du business et de la finance. Pourquoi ? Officiellement, c'est un déjeuner parce qu'ils sont venus pour les Jeux Olympiques, parce qu'ils sont sponsors, le patron de Coca-Cola par exemple, Elon Musk, le patron de Tesla, sponsor des Jeux Olympiques. Mais en même temps, ils viennent tous avec une question. C'est grave, docteur, ce qui se passe en France aujourd'hui. Ils viennent avec cette inquiétude, alors même que la France était une des premières destinations d'investissement étrangers
en Europe, et ben là, ils réservent un peu la main. Là, ils disent, donc le président de la République va devoir ramer, si j'ose dire, lui aussi, dans ce déjeuner à l'Élysée, pour essayer de rassurer ces gens, pour qu'ils continuent à investir en France. Ça vous inspire quoi, Samuel Lafont? Tout d'abord on l'a déjà dit, la situation est relativement grave en France. Mais les Jeux Olympiques, c'est un moment exceptionnel d'influence pour la France dans le monde. Et on appelle le soft power, en mauvais français. Ouais. Et j'ai envie de dire à une partie des Français qui espèrent que les JO seront un désastre pour réveiller une partie des Français. J'ai envie de leur dire, malheureusement, vous vous trompez. Moi, je souhaite que les JO soient le plus grand succès vraiment pour la France, les JO, là en 2024 et en 2030. C'est extrêmement important. Parce que les Français savent déjà ce qui se passe, d'accord ? C'est pas parce que... Zemmour, il pense comme vous, Éric Zemmour ? Vous pourrez lui poser la question, mais il est positif, mais il est positif dans ce genre de sujet, vraiment très positif. On a besoin que la France ait une excellente image à l'étranger. On a cette image qui se détériore elle s'est dégradée un peu. Elle se dégrade depuis des années. Moi, je vous parlais d'un sujet que je connais très bien, le Japon, par exemple. Les Japonais plus anciens sont très fans de la France et les plus jeunes générations, maintenant, elles aiment l'Italie, mais pas beaucoup la France. Et en fait, notre image est en train de se dégrader un peu partout dans le monde. Je peux pas aller dans le détail, mais il est nécessaire pour le pays que ça se passe très bien et pour les Français. C'est dans l'intérêt de chacun d'entre nous que les autres pays. Moi, j'ai croisé un groupe d'Ouzbeks. Hier, voilà. Il va y avoir des gens du monde entier dans notre pays et à l'extérieur qui vont regarder les JO via la télévision. Il y a des milliards de téléspectateurs. Les Français sont inquiétés pour les JO, on l'a dit, pour des raisons sécuritaires notamment. Mais là, on va avoir une belle fête qui va être regardée dans le monde entier. J'espère qu'elle va se passer au mieux. Donc, il faut absolument qu'on fasse en sorte que les JO se passent bien et qu'on comprenne tous qu'on a intérêt pour les années à venir que ça soit un magnifique spectacle, qu'on montre la différence de la France dans le monde, sa richesse, sa puissance, parce que ça va influencer les esprits et peut-être que, je vais vous dire, peut-être qu'il y a des personnes dans le monde, quand on entend parler de la France, qui regarderont ce qui se passe en France une seule fois dans leur vie, et ce sera maintenant. Mais il n'y a pas du gaspillage du coup de ce fameux coup de communication, qui est un magnifique coup de communication. Il n'y a pas du gaspillage à devoir à nouveau rassurer depuis la dissolution. Alors, effectivement, ça coûte cher. Il faut voir ça coûte des milliards, mais il faut regarder tout ce qu'on peut engranger comme élément positif, si on réussit à avoir une magnifique cérémonie d'ouverture, une magnifique cérémonie de clôture, et entre-temps, des JO exceptionnels avec de super performances, avec des records olympiques qui sont battus, des records mondiaux qui sont battus. Le président est ancienne députée macroniste. Le président est dans son rôle, c'est-à-dire que ça doit être le premier VRP de ces JO, en fait. C'est notre image. Non, mais là, il est d'abord obligé de remonter la pente. Oui, mais en fait, il est dans son rôle. Moi, là où je suis d'accord, c'est-à-dire que je ne sais pas si en 2024 on doit parler encore de trêve, mais en tout cas, je pense que pendant les 15 jours des JO et les 15 jours aussi des Jeux paralympiques qui vont arriver un petit peu après, qui sont très importants, et on pourrait faire des coups de cœur là-dessus parce qu'il faut vendre les places, il faut que les gens se déplacent. C'est l'image de la France. Et l'image de la France, en tout cas, pendant ces temps, effectivement, je ne vais pas vous dire que c'était facile, mais il y a quand même, au niveau du business, l'attractivité qui était revenue pour les secteurs économiques, et nous devons le maintenir parce que c'est là aussi que l'argent est. Si jamais, de toute manière, nous voulons investir encore et davantage dans nos services publics, dans nos écoles, nous devons être fidèles au rendez-vous et nous devons nous mobiliser pour que ce soit une réussite pour l'ensemble du pays. Il y a une contradiction tout de même dans tout cela, c'est les conséquences politique et justement en termes de perception de la décision de dissoudre du président de la République avec les résultats et les résultats et les conséquences politiques. Écoutez ce que Patrick Martin, le patron des patrons français du MEDEF, le président du MEDEF, chef d'entreprise lui-même, disait chez des concurrents sur France Inter ce qu'il disait de la situation politique et du risque, par exemple, d'une arrivée de la gauche au pouvoir, et donc du risque dans la perception des patrons français d'abord. Écoutez Patrick Martin sur France Inter. Le SMIC passe à 1 600 € net, c'est pas très compliqué, tous les économistes s'accordent à le dire, ça peut générer jusqu'à 200 000 destructions d'emplois. Vous faites référence au programme du nouveau Front Populaire. Bien sûr, il y a des secteurs entiers qui s'effondreront, des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Je pense à la propreté, je pense à la sécurité, je pense à la grande distribution, je pense au bâtiment. On ne joue pas avec l'économie. Et Patrick Martin, donc chez nos confrères de France Inter ce matin, au fond,
en creux, il y a la critique, bien sûr, de la gauche, éventuellement, si elle arrivait au pouvoir, mais la critique de Patrick Martin, c'est une critique aussi du président de la République, parce que ce risque-là, il vient de sa décision, faut avouer. Il vient de sa décision. Maintenant, j'ai envie de vous dire que si on revenait 4 semaines derrière et que on se présentait, moi j'étais députée le mardi aux questions au gouvernement, entre le drapeau palestinien qui aurait été tiré d'un côté et l'extrême droite qui nous aurait dit vous ne représentez plus rien, je ne sais pas comment auraient été les heures suivantes. Donc je dis maintenant, il faut faire face. Effectivement, cette question du SMIC à 1 600 €, on en parle entre gens raisonnables. Pour les petits patrons, c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle il faut travailler sur une coalition. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre ne peut pas être issu, en tout cas, de cette gauche-là qui joue son feuilleton depuis 4 semaines, et qu'il va falloir trouver des solutions dans l'arc républicain avec des gens qui ont véritablement une conscience au niveau de notre économie, de l'état de notre économie et de la manière dont nous devons stabiliser la situation. C'est un clin d'œil de Fonta Berete, Renaissance macroniste, à Alexandra Spinner, droite républiquin, là. C'est un clin d'œil pour gouverner ensemble. Moi, je ne crois pas à l'addition des contraires. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Néanmoins, ce que je sais, c'est que cette décision a été absolument désastreuse. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que nous sommes en pleine trêve olympique. Le président de la République a raison d'inviter tous ces chefs d'entreprise, toute cette force économique pour rassurer sur l'état de la France. Il est en charge, si je puis dire, du rayonnement français. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'élu régional, ces Jeux vont être absolument extraordinaires. Nous sommes le premier financeur public des Jeux après l'État. On a des lignes de transport qui ont été créées ou prolongées. C'est les premiers Jeux qui sont 100% accessibles en transport, les 100% décarbonisés. Vous bottez en touche parce que vous répondez pas à la question. Est-ce que quand même c'est pas gaspiller cette occasion de devoir accueillir tous ces chefs d'entreprise et ces financiers mondiaux en leur disant rassurez-vous, tout va bien, alors que on a pris des décisions, c'est l'instabilité politique, mais tout va bien. C'était une décision désastreuse, je crois que tout le monde l'a dit. C'était une décision désastreuse. Et donc il a plongé le pays dans le chaos et maintenant il faut ramer pour réparer ce qui a été une erreur tragique. On ne pouvait pas faire cette dissolution au mois de septembre, Mathieu Bachelot, par exemple. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Alexandra. Je suis d'accord avec elle. Moi, j'ai toujours été très dubitatif, non pas sur la dissolution, mais sur le calendrier. Mais voilà, tout simplement. Que je comprends, et Fanta a raison, sur le fait que on arrive dans une assemblée qui aurait été, c'est toujours tout aussi compliqué aujourd'hui, mais ça, oui, j'ai pas l'impression que ce soit plus simple. Mais voilà, je peux comprendre le mécanisme intellectuel qui fait qu'on dissout, mais j'ai jamais compris, je l'ai déjà dit ici. Pourquoi ne pas attendre septembre? C'est-à-dire qu'on avait une séquence où il y avait... Fanta vous a répondu, elle dit il fallait le faire là parce qu'on était perdu de part et d'autre. C'est fait, de toute façon. C'est fait, Alexandra a raison, il y a la trêve olympique. Il faut continuer à évangéliser et faire en sorte que les JO soient une vraie réussite, pas uniquement d'un point de vue sportif et organisationnel, mais aussi d'un point de vue retombé, d'un point de vue image de la France, d'un point de vue diplomatie économique. Donc voilà, on peut regretter on le regrette d'ailleurs, ce timing. Maintenant qu'on y est, il faut faire le maximum pour que ça se passe bien et qu'on puisse avoir les meilleures retombées possibles. Samuel Lafont. Oui, je pense que cette dissolution a été une erreur, mais maintenant on a les JO et vous vous souvenez, tous les 4 ans, quand on a les JO d'été, tout le monde regarde. Enfin, en France, les gens, on leur regarde tourner vers ça. Et bien là, ça va être la même chose. Alors nous, on a nos problèmes franco-français qui sont extrêmement importants, et que je serai le dernier à minorer ici. Mais il faut bien se mettre à l'esprit. Il vaut mieux avoir à l'esprit que l'intérêt de la France qui dépasse Emmanuel Macron et qui dépasse l'intérêt des partis. Il faut absolument qu'on ait les plus beaux JO qui soient marquants pour des années, des décennies. Et on va avoir des JO absolument extraordinaires. Alors pardon de vous ramener à du franco-français, du politicien, très bien. Mais moi, je voudrais comprendre ce que vous inspire d'abord, mais ce qui se passe au sein de la Macronie, Fanta Berete. Parce que là, on voit une bagarre pour la présidence du parti. Le secrétaire général actuel, Stéphane Séjourné, qui est aussi ministre des Affaires étrangères, aux Affaires courantes, va se retirer sans doute de la tête du parti. Il en a un peu assez. Et puis il est très critiqué. Bon, très bien. Mais là, alors on voit Gabriel Attal, qui est déjà président des députés, qui est candidat peut-être pour y aller. Ce sera peut-être Elisabeth Borne qui se dit tiens, je pourrais. Et puis Darmanin soutient Elisabeth Borne. Et puis on voit aussi peut-être Guérini qui a été battu aux législatives, à qui on redonnerait le parti macroniste. Enfin, c'est la baston avant 2027. C'est parti chez les
macronistes. La baston, peut-être que moi aussi je ferai une liste. Ah oui, tiens. Oui, donnez-nous le scoop sur Sud Radio ce matin. Non, mais j'ai envie de vous dire que je fais partie des premiers marcheurs, que je me suis impliquée. Depuis 2015-2016, vous étiez dans les premiers. Exactement, et que je me suis impliquée. Donc j'ai envie de dire que c'est sain. C'est sain qu'on se pose la question. Les élections sont à venir, elles sont pour l'automne. J'ai envie de vous dire qu'il faut aussi apprendre de nos erreurs. De temps en temps, on a eu quelqu'un dont le nom est arrivé, tout le monde n'était pas d'accord. J'ai envie de vous dire, j'espère que tous nos responsables vont apprendre des erreurs passées. Notre histoire en tant que parti n'est pas longue, mais nous avons été très vite couronnés de succès et nous avons eu des défaites. Donc il faut se servir de ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est penser aux militants. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de reproches à la Macronie. Nous avons énormément de militants qui se sont mobilisés. Certains n'étaient pas revenus depuis 2020. Nous les avons vus à travers les territoires. Nous avons vu faire campagne parfois pour des candidats aussi LR pour faire barrage au Rassemblement national. Et nous leur devons du respect. Mais donc ça veut dire quoi, concrètement ? Le respect, c'est s'organiser de façon à ce que chaque personne qui a l'ambition de pouvoir prendre en charge ce mouvement puisse s'exprimer, qu'on puisse organiser en interne les sélections et demander l'avis de nos militants. Mais je vais vous dire ce que c'est le respect envers des militants. Reconquête, c'est un parti qui est très militant. On a des militants partout en France avec des fédérations qui sont très bien gérées. Mais qu'est-ce que c'est que le respect ? Je comprends ce qui vient d'être dit. C'est qu'on a vu ce qui s'est passé avec En Marche quand ça a été créé. C'est qu'il y a eu le succès d'Emmanuel Macron à la présidentielle, mais derrière, le parti n'a quasiment rien créé. Non, mais alors là, c'est complètement faux. Il est relativement mal organisé. Quand vous voyez les permanents qu'ils avaient et ce qui est ressorti de ça par rapport à d'autres partis qui font beaucoup plus. Marion Maréchal est parti avec la caisse de Reconquête. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, la vraie question, c'est est-ce que la Macronie survivra Pas tous à la fois. Est-ce que la Macronie survivra à Emmanuel Macron ? Parce qu'en réalité, moi, ce que je pense, c'est que les militants de gauche reviendront à un parti traditionnel socialiste et que nos militants vont revenir, ceux qui sont perdus chez vous, vont revenir on a un peu le sentiment auprès de la droite républicaine. Quand on lit la presse que c'est plutôt Gabriel Attal qui veut essayer d'éviter que quiconque lui fasse de l'ombre pour 2027. Alors la question posée par Alexandra Aspinner ce matin, mettez-vous d'accord, au moment où tout ça s'achève, en tout cas c'est la fin de cette partie de l'émission du 10-13 ce matin, la question que posait Alexandra Aspinner, c'est la Macronie va-t-elle survivre à la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Eh bien écoutez, je vous propose de vous réunir à nouveau la semaine prochaine, vous viendrez la semaine prochaine et vous répondrez à la question, ce sera avec plaisir. Je remercie Samuel Lafont, Fanta Berrettez, Alexandra Spinner et Mathieu Bachalon d'avoir été ce matin les invités. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et vive les JO. Vive les JO. Et merci à nos auditeurs et bravo à nos auditeurs. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.